Bonjour Fred, merci d'avoir accepté de participer à cette interview sur l'un des 5 grands entretiens au champ freudien. Nous parlerons donc de celui de Georges Duby, portant le titre La passion de la dame. Je te laisse donc la parole pour nous faire part de ta lecture. Écoute, merci beaucoup, Eleonora, déjà de ton invitation et de me permettre de parler de ce texte. Alors, l'entretien, qui est, comme tu l'as rappelé, intitulé La passion de la dame, était centré en fait sur la publication par Duby d'un livre intitulé Le chevalier, la femme et le prêtre, le mariage dans la France féodale. Alors, c'est un livre, bien sûr, dans lequel Georges Duby s'interroge sur l'institution féodale du mariage, sur sa fonction sociale, bien entendu, mais aussi, et c'est vraiment là tout l'intérêt du livre, sur la manière dont l'image de cette institution peut être modifiée ou complexifiée à partir du moment où l'historien se permet d'intégrer dans ses matériaux historiographiques eh bien, un certain nombre de textes littéraires issus de la littérature populaire, c'est-à-dire d'une littérature écrite en langue vulgaire ou vernaculaire, ce qui veut dire en fait pas en latin à l'époque, et notamment, comme on va le voir, en fait, les textes qui portent sur la notion d'amour courtois ou de fine amour. Et donc, c'est une littérature qui a commencé à se développer au XIIe siècle et qui, en fait, pourquoi est-ce que c'est intéressant de la mettre en regard, au fond, d'une étude sur les institutions du mariage? Eh bien, c'est parce que dans la littérature courtoise, au fond, les rapports de domination entre les sexes semblent inversés, puisque c'est dans ces textes, généralement, la dame, la domna, qui se retrouve placé en position d'autorité, et l'homme qui, lui, par contre, se retrouve en position de vassalité, et donc à accomplir un certain nombre d'épreuves pour obtenir sa dame, là où, comme on va le voir, en fait, dans l'institution du mariage médiéval, en fait, les femmes étaient données dans un système d'échange à des hommes qui étaient placés en position d'autorité. Le thème de l'amour courtois était lui-même extrêmement présent dans l'œuvre de Lacan. On pourrait même dire qu'elle traverse d'une certaine manière l'œuvre de Lacan, puisque on peut retrouver une première apparition forte du thème dans son séminaire 7, l'éthique de la psychanalyse, où Lacan s'empare de ce thème pour parler au fond d'une forme de sublimation qu'il dit capable d'élever l'objet à la dignité de la chose. Et puis, le thème de l'amour courtois fait retour chez Lacan dans le séminaire 20 encore, pour préciser là cette fois que en fait, cette donc, sublimation qui élève l'objet à la dignité de la chose eh bien, débouche pour Lacan sur une autre satisfaction, en fait qu'il lie à la parole et non en fait à l'acte sexuel lui-même, et qui en viendrait à pouvoir contaminer justement l'ensemble des besoins de l'être parlant, en tant qu'il serait médiatisé par cette jouissance, par cette autre satisfaction donnée par la parole et les jeux de langage. En fait, prendre en compte la littérature courtoise permet de déplacer le regard sur l'institution du mariage, voire même d'aller au-delà du cadre interprétatif classique à partir duquel en fait, on comprend la fonction du mariage comme mise en ordre du rapport des sexes. Et pour ce faire, Georges Duby a cette expression extrêmement intéressante que souligne d'ailleurs Éric Laurent dans l'entretien, qu'il dit qu'il faut que l'historien parvienne à considérer les textes littéraires, et notamment donc ceux de l'amour courtois, comme, je le cite, le témoignage d'un rêve. Fin de citation, mais ce qui veut dire en fait de prendre les excentricités des jeux de mots, des calembours ou des images un peu paradoxales que ces textes mettent en œuvre, comme en fait une forme de retour du refoulé, ou en tous les cas comme signe ou trace du fantasme inconscient qui, au fond, pilotait leur rédaction. Alors, bien entendu, toute la difficulté, c'est que si l'historien, là, est peut-être appelé à se faire psychanalyste, il n'a malheureusement pas à sa disposition le fantasme particulier du sujet qui a produit
le poème ou le texte d'Amour courtois, puisqu'on ne peut pas psychanalyser un poète qui est mort il y a 8 siècles ou 10 siècles. Mais néanmoins, en fait, ça ouvre un questionnement, je trouve, très intéressant à propos de l'histoire en général et au fond du rapport de la littérature aux structures idéologiques qui sous-tendent les structures symboliques d'une société. Et donc, dans quelle mesure, au fond, les poètes de l'amour courtois n'exprimeraient pas une forme de fantasme généré par les structures symboliques médiévales. J'aimerais juste donner une toute petite définition rapide de ce que c'est que le mariage féodal pour Georges Duby. Et il nous dit tout de suite, et alors il faut commencer par le préciser, le mariage comme structure sociale à l'époque féodale concerne d'abord et avant tout les hommes. Hein, et on est là dans un cadre, on pourrait dire, classique des structures élémentaires de la parenté telles que les a analysées Lévi-Strauss, c'est-à-dire que les hommes sont en position, on pourrait dire, de recevoir une femme qui, elle, est placée comme objet d'échange. Et alors, dans cette structure où les femmes font l'objet d'une structure d'échange entre les hommes, eh bien, le mariage vient sanctionner pour Duby le passage d'un ordre, celui de la jeunesse, des juvenes, lié pour Duby donc aux fureurs d'éros. Hein. Il y aurait une jeunesse masculine liée à une forme de jouissance encore non canalisée ou potentiellement débridée, à celui de l'ordre des seignoresses, c'est-à-dire des hommes mariés qui auraient, par le fait d'être passés par le mariage et d'avoir eu une femme donc pour être mariés, eh bien qu'ils auraient renoncé à de telles fureurs d'éros. Donc, on pourrait dire que le mariage sanctionne symboliquement, au fond, le passage d'une certaine économie de la jouissance, d'une jouissance au départ potentiellement non bridée, à une jouissance mise en ordre par un ordre phallique ou symbolique, voilà, qui, au fond, et c'est là une des conclusions de Duby qui est intéressante, qui tendrait à mettre en place une structure d'exclusion entre structure du désir et structure du mariage. Hein. On serait dans une position de désir tant qu'on est hors mariage, et puis le mariage et l'acquisition de la position de seigneuresse impliquerait au fond une forme de dépassement de cette jouissance, ou au moins de cette structure de désir, là de désir au sens quand même pas de structure du manque pur, mais de jouissance phallique. Pour Duby, il dit que finalement l'amour courtois va être une tentative de mettre en jeu de mots, de mettre en image l'impossible réalisation de cet ordre. Hein. Et il dit au fond que la littérature courtoise est plutôt la mise en image de la coexistence douloureuse de deux attitudes antithétiques envers les femmes. Hein. Avec d'un côté l'image sublimée d'une femme devenue la domna, c'est-à-dire la femme aimée, adorée, devant laquelle se soumet le poète amoureux, et de l'autre, l'image d'une femme déchue, de la prostituée, et dont le corps, je dirais, serait d'autant plus accessible et désirable qu'elle ne fait l'objet d'aucun amour, d'aucune sublimation. Alors là, vous aurez sans doute aussi reconnu la structure duplice sur laquelle se fonde le fantasme de la maman et la putain dont parle Freud dans son texte d'un type particulier du choix d'objet chez l'homme ou du rabaissement généralisé de la vie amoureuse, voire même qui fait aussi écho chez Lacan à l'idée de la femme, élevée sur un piédestal, au rang presque de divinité, à laquelle correspond toujours comme une doublure déchue l'idée de la dit-femme, déité femme, qu'on dit femme toujours, c'est-à-dire qu'on dégrade, qu'on ravale au rang d'objet partiel. Se saisissant de cette expression de coexistence douloureuse de deux états antagonistes, Éric Laurent suggère dans l'entretien ce que vous proposez, Georges Duby, permet de poser la question qui s'impose: comment traiter cette jouissance? Toujours impossible à dire, qui échappe, redéfinit la question et fait surgir cette curieuse rencontre de la dame et du père.
Et alors, c'est là, au fond, que se déploie peut-être l'idée que la littérature courtoise, ou peut-être même une des fonctions de la littérature en général, serait de proposer une forme de traitement de cette jouissance par non justement une satisfaction bête de la pulsion, mais justement par une forme de plus de jouir liée à un usage poétique de la langue. Car en fait, dans l'amour courtois, hein, pour jouir de la dame, sans jamais tomber dans l'assouvissement direct du désir, le troubadour, le poète, se doit donc passer par le jaillissement de la trouvaille poétique. Et donc, c'est effectivement ce qui amène Lacan dans son séminaire 20 encore à parler justement d'une autre satisfaction pour caractériser la littérature courtoise. Et satisfaction, encore une fois, qui ne passe pas directement par la jouissance du corps de l'autre, mais précisément qui se médiatise à travers les jeux multiples de la langue, qu'un poète est capable de faire, là je dirais, autour de son fantasme. Puisque la jouissance que Lacan décrit, et là je le cite dans Encore, est une façon tout à fait raffinée de suppléer à l'absence de rapport sexuel en feignant que c'est nous qui y mettons obstacle. Et je dirais encore, fin de citation, hein, mais que cette jouissance, qui effectivement est un plus de jouir, qui ouvre à une certaine forme de sublimation, n'en reste pas moins quand même pris dans une forme de jouissance phallique, au sens où elle demeure prisonnière de ce fantasme, mais qu'elle déploie dans une liberté un peu ludique, joueuse, à l'intérieur du champ du langage. Merci, cher Fred, pour cette très belle présentation. J'avais déjà une question sur l'amour courtois. De ce que j'avais vu, il y avait deux origines. Une du côté du chevalier et de l'autre du poète. Oui, effectivement. Et on pourrait même dire aussi une troisième que je voulais évoquer à la fin, mais qui vient de la littérature arabe. Et toute une tradition orientale qui voit dans la figure de la femme une des figures au fond de la Sophia, de la sagesse, ou une figure de la muse. Après, effectivement, je pense que dans la scène de l'amour courtois, ce qui se passe, c'est que quand même, on est dans un moment de l'histoire médiévale où les mœurs se reconfigurent. C'est-à-dire que de plus en plus, les chevaliers qui étaient appelés à aller se battre sur le champ de bataille sont appelés à rester en fait au château, sont appelés à rester à la cour. Et bon, c'est un phénomène qui ira en s'amplifiant et qui donc finalement doivent retrouver une forme de peut-être d'activité et d'activité de rivalité, mais qui s'opère plus sur le champ de bataille, mais sur le champ des mots, en fait, sur le champ de bataille de la littérature. Donc, on pourrait presque dire que c'est aussi une logique de la séduction. Et d'ailleurs, Georges Duby l'évoque dans son entretien quand il dit qu'au fond, il faut se représenter que tous ces prétendants de la dame sont en fait des neveux, des cousins du seigneur, et tous ces jeunes hommes, entre guillemets, privés de femmes, en fait, rivalisent entre eux pour capter l'attention de la dame du seigneur. Donc c'est en fait une forme de métaphorisation, une manière de continuer la guerre sous un autre registre. Donc finalement, c'est une façon là d'aborder la dame en passant par tout un système courtois. Exactement, exactement, avec, donc, ils disent un peu un changement de mœurs qui vise à adoucir les mœurs, mais qui, je crois, reste quand même pris. C'est pour ça que je le disais à la fin, peut-être pas de manière assez claire, mais dans des structures quand même du fantasme phallique, ou dans des structures patriarcales, hein, et dans laquelle, au fond, la position de domination de la dame reste quand même relativement fantasmatique. Lacan, dans le séminaire 20, il parle de l'amour
comme suppléance de nos rapports sexuels. Mhm. Donc finalement, ça viendrait à cette position-là, si je comprends bien. Oui. Un des points de départ que souligne Duby, c'est que dans la conception féodale du mariage, il y a comme une exclusion de l'amour et du désir, en fait. Pour qu'il y ait vraiment une structure symbolique, il ne faut pas qu'il y ait, au fond, cette dimension-là qui est singulière, contingente et précaire. Hein. Ce n'est pas du pour tous. Donc, ça ne va pas avec l'ordre social, ça. Alors qu'avec la tradition de l'amour courtois, au fond, on voit progressivement commencer à émerger dans la culture occidentale la place de l'amour à l'intérieur des relations hommes-femmes, là, des relations familiales, parce que je ne veux pas dire des relations sexuelles, mais vraiment des relations qui fondent la famille comme structure de base de reproduction de la société. Mais c'est quand même un moment où on voit le premier moment de revendication de on a le droit de faire une famille et de préserver le désir et l'amour. Du coup, lorsque Lacan dit que l'amour permet à la jouissance de condescendre au désir, est-ce qu'on pourrait dire que l'amour courtois permet ça? Est-ce que tu entends ça? Effectivement, je trouve que ça pourrait être finalement une très belle manière de résumer et de rassembler ce qui se joue en fait dans l'amour courtois, puisque c'est précisément au nom de l'amour que le chevalier, au fond, triomphe de son surmoi et de son besoin, de sa pulsion vers la jouissance et qu'il va maintenir finalement au sein de son discours l'espace pour le désir.